Ils osent nous donner des conseils humiliants pour changer notre constitution. Mais c'est leur esprit qu'ils doivent changer. Leur esprit. Ce qu'ils proposent, ce sont purement et simplement des restes de la pensée coloniale. Parfum de guerre froide, mais surtout révélation sur la nature plus sombre du pouvoir russe. La mort d'Alexandre Litvinenko vient s'ajouter à une longue liste de meurtres et d'empoisonnements de ceux qui ont osé critiquer un jour le Kremlin. Cela démarre comme un roman d'espionnage par une nuit brumeuse de novembre 2006 à Londres. La mort, lente et étrange, d'un ancien agent secret russe, Alexandre Litvinenko. Un visage agonisant sur un lit d'hôpital, un visage qui hante jusqu'à aujourd'hui les murs du Kremlin. Alexandre Litvinenko critiquait sans relâche Vladimir Poutine. Il avait obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne en 2003. 2 heures à peine avant sa mort, les médecins anglais identifieront le poison, du polonium-210, une substance hautement radioactive. Alexandre Litvinenko, tué par du polonium à Londres, est aujourd'hui présenté comme la première victime au monde du terrorisme nucléaire. Avant de mourir, Alexandre Litvinenko laissera une lettre ouverte à Vladimir Poutine. Vous pouvez réussir à faire taire un homme, mais la vague de protestation que cela suscitera à travers le monde vous poursuivra, Monsieur Poutine, jusqu'à la fin de votre vie. La mort de l'ex-agent russe sur le sol britannique réveille le fantôme des méthodes d'élimination des services secrets russes et rappelle les heures les plus sombres d'une époque que l'on croyait révolue. Scotland Yard désigne le suspect. Il s'agirait d'un ancien membre du KGB, Andrei Lougavoy, qui avait rencontré Litvinenko à Londres juste avant sa mort. Les preuves rassemblées par la police britannique sont suffisantes pour accuser Andrei Lougavoy pour l'assassinat d'Alexandre Litvinenko par empoisonnement. Les accords internationaux impliquent que M. Lougavoy peut être extradé en Grande-Bretagne s'il voyage hors de Russie. Mais le Kremlin refuse toute demande d'extradition. Elle n'est pas prévue par la constitution russe. L'affaire Litvinenko devient une question de fierté nationale. Ils osent nous donner des conseils humiliants pour changer notre constitution. Mais c'est leur esprit qu'ils doivent changer. Leur esprit. Ce qu'ils proposent, ce sont purement et simplement des restes de la pensée coloniale. Parfum de guerre froide, mais surtout révélation sur la nature plus sombre du pouvoir russe. La mort d'Alexandre Litvinenko vient s'ajouter à une longue liste de meurtres et d'empoisonnements de ceux qui ont osé critiquer un jour le Kremlin. C'est l'histoire du roman noir de la Russie de Vladimir Poutine. Les rives gelées de la Moskova gardent leurs secrets. Londres et Scotland Yard tournent leur regard vers Moscou. Mais le Kremlin se tait. Nous avons rendez-vous avec l'homme le plus recherché d'Angleterre. Fort du soutien du Kremlin, Andrei Lougavoy est confiant. Cet homme d'affaires de 40 ans a fait fortune en créant sa propre entreprise de protection rapprochée. En quoi je peux vous aider? Vous avez besoin de quoi exactement? Mon exemple montre que la Russie est un État fort, qui a ses lois à respecter. L'État me défend comme citoyen russe. Et moi aussi, je vais me défendre contre la Grande-Bretagne. L'Angleterre a voulu détruire ma vie et celle de ma famille. Je les ai empêchés de le faire. Et je vais détruire tout l'establishment anglais de toutes mes forces, tant que je le pourrai. Ils m'ont déclaré la guerre, je leur déclare la guerre. Ils n'avaient qu'à réfléchir aux conséquences. À l'abri des regards, un hangar sous haute surveillance. Andrei Lougavoy nous a donné rendez-vous dans sa société de sécurité. C'est l'une des compagnies de garde du corps les plus connues en Russie, réservée à l'élite. Après l'éclatement de l'URSS, beaucoup d'anciens du KGB se sont reconvertis dans cette activité. Et voilà le travail. 1, 2, 3, 4.
Pour l'Occident, c'est évidemment commode de nous pointer du doigt, avec ce réflexe de guerre froide qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr, on est des anciens des services spéciaux de l'Union soviétique. Bien sûr, j'ai servi dans le KGB. Et en Occident, le KGB, je ne sais pas pourquoi, vous l'associez toujours seulement avec des actes de sabotage. Alors que le KGB, c'est un service de renseignement normal, comme ceux des autres pays. En plus, je fais du business dans le domaine de la sécurité. Ça ajoute au mythe. Andrei Lougavoy et Dimitri Kovtun avaient rencontré 3 fois Alexandre Litvinenko dans le mois précédant sa mort. L'ancien agent en exil leur aurait servi d'intermédiaire pour travailler avec des sociétés anglaises de sécurité. Scotland Yard a retrouvé des traces de polonium partout dans leur sillage, et surtout au Millennium Hotel, où se sont vus les 3 hommes pour la dernière fois. C'est là que le 1er novembre 2006, Alexandre Litvinenko a reçu la dose fatale de polonium dans une tasse de thé. Alexandre Litvinenko vivait depuis 6 ans à Londres, d'où il multipliait les attaques contre Vladimir Poutine. En octobre 2006, quelques jours après l'assassinat d'Anna Politkovskaya, la célèbre journaliste qui dénonçait les dérives du régime russe, Litvinenko accusait. Mon nom est Alexandre Litvinenko. Je suis un ancien officier du KGB. À la question « Qui a tué Anna ?», je vous réponds directement « C'est Poutine qui l'a tuée ». Personne n'oserait toucher à une journaliste aussi connue qu'Anna Politkovskaya sans l'accord du président russe. Personne. Pour le Kremlin, Anna était un ennemi politique et on l'a tuée pour ça. Voilà, c'est Poutine qui a tué Anna. Ce sont les dernières images de l'ancien officier. 2 semaines plus tard, il est empoisonné. Il avait 43 ans. Ceux qui croient qu'avec leurs articles ou leurs mots, ils peuvent changer le cours des choses, des gens comme Alexandre ou comme Anna, menacent ceux qui sont en place aujourd'hui au Kremlin. Car justement, ils montrent que l'on peut penser différemment. À l'enterrement de l'ancien agent russe, tous les opposants en exil réfugiés à Londres sont venus lui rendre hommage. L'ancien oligarque, le millionnaire Boris Berezovsky, dont le Kremlin réclame l'extradition, l'ancien chef de guerre tchétchène Ahmed Zakaïev, lui aussi recherché par Moscou. Et puis le célèbre dissident Vladimir Boukhovski. Ami de Litvinenko depuis son arrivée en Angleterre, il était à ses côtés, jusqu'à sa mort. Selon les informations données par Scotland Yard, ils étaient 4. Lougavoy, apparemment, sa mission était de faire les présentations. Il connaissait déjà Litvinenko. Kovtun est celui qui aurait transporté le polonium. Et l'autre, personne ne connaît son identité. C'est lui l'agent de KGB. C'est lui qui aurait versé le poison dans la tasse de thé. Leur plan n'était pas stupide. Ils n'ont juste pas eu de chance. Litvinenko était très solide. Il a survécu 23 jours. Alors qu'en général, avec une dose pareille, la résistance maximale est de 10 jours. Le polonium est très difficile à détecter. Les médecins ont découvert que c'était du polonium seulement 2 heures avant sa mort. S'il était mort quelques heures plus tôt, personne ne l'aurait jamais découvert. À Londres, toutes les pistes mènent à la Russie. Litvinenko a été tué ici, en Angleterre. Il était citoyen britannique. Poutine est derrière tout cela, car c'est impossible d'organiser un tel meurtre sans l'implication de l'État. Il s'agit de polonium-210. Le polonium n'est pas accessible aux particuliers. Les scientifiques anglais ont assez rapidement établi d'où venait l'échantillon de polonium.
Ça vient d'Arzamas, en Russie. C'est très contrôlé là-bas. Et la quantité produite chaque année est infime. Chaque milligramme est répertorié. Sans l'autorisation venue du sommet, personne ne pouvait s'en procurer. Tout ça, c'est de la pure propagande. Nous croyons que Anna Politkovskaya a été tuée par les ennemis de Poutine dans le but d'accuser Poutine. Et Litvinenko a été tué par les mêmes ennemis de Poutine pour accuser aussi Poutine. C'est une opération de manipulation tout à fait classique. Et qui a donné cet ordre? Regardez donc autour de vous. Vous ne savez pas qui sont ces gens qui vivent hors des frontières russes et qui haïssent Poutine, comme le diable déteste le prêtre. C'est là-bas qu'il faut aller. Là-bas sont les traces. Poison radioactif, agent russe et mort violente sur fond de guerre froide, des ingrédients rêvés pour Hollywood, qui projette d'en faire une super production avec l'acteur Johnny Depp. S'ils font ça et que c'est Johnny Depp qui joue Litvinenko, eh bien moi je veux que ce soit Brad Pitt qui joue mon rôle. Slava, ça sera Hugh Grant. Et Kovtun, ça sera Tarantino. Voilà notre réponse. Andrei Lougavoy reçoit chez lui. Désigné par la justice anglaise comme le suspect numéro 1, il cherche à donner de lui une image rassurante. Igor, tu étais avec nous à Londres. C'était quel jour? Le 1er novembre. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a fait du ski. Mais non, ça c'est à Courchevel. Tu confonds. À Londres, on est allé voir un match de foot. On a fait du bus à 2 étages. Et puis on est allé au musée. Oui, de Madame Tussaud. Et il a rencontré Litvinenko? Oui, il est venu lui dire bonjour lorsque nous étions assis ensemble à l'hôtel Millennium avec Litvinenko. Son fils de 8 ans est son meilleur alibi. L'homme d'affaires était à Londres avec toute sa famille le jour de l'empoisonnement de Litvinenko, au polonium 210. Vous avez empoisonné Alexandre Litvinenko? Non, bien sûr. Je ne l'ai pas fait. Toute la presse occidentale se demande. Mais la réponse est évidente. Pourquoi aurais-je eu besoin de le tuer? C'est n'importe quoi ce que dit Berezovsky dans la presse. Comme quoi j'aurais reçu des pressions. On aurait menacé de fermer mon business. Mais imaginons, quand bien même ça serait ça, je n'aurais jamais risqué la vie des miens. J'ai 3 enfants. 3 enfants. Je n'aurais jamais risqué la vie de ma famille. La mort d'Alexandre Litvinenko révèle la face cachée de tout un système. Celui qu'il avait servi pendant plus de 10 ans comme officier du KGB, puis de son successeur, le FSB. Un système qu'un jour, il a choisi de dénoncer. C'est l'histoire d'un ancien officier du FSB qui est devenu un dissident. Un officier qui s'est dressé contre un système et a commencé à gêner ceux qui dirigent aujourd'hui la Russie. C'est l'histoire d'un officier qui a essayé de prévenir le monde du danger à laisser ces gens-là diriger le pays. Sa rébellion commence en 1998, alors qu'il est chargé de la lutte contre le crime organisé. Sergei Darienko est à l'époque journaliste vedette sur la première chaîne d'État. Il est connu pour être proche de l'armée et des services. Un soir d'avril 1998, Alexandre Litvinenko l'appelle. Il me dit « Tu dois venir, c'est une question de vie ou de mort. On a confiance en toi, les nôtres ont confiance en toi. » Je dis « Les nôtres, c'est qui ? Tu verras, je ne peux rien te dire au téléphone, viens. »
J'arrive dans une maison de repos en périphérie de Moscou. Et là, il y a des hommes assis dans une salle de cinéma. On se dit bonjour, ils se présentent, colonel Goussak, lieutenant Pankin et lieutenant-colonel Litvinenko. Ils me disent, demain on va voir le directeur du FSB pour se plaindre. On a de gros soucis. Mais on a des informations internes qui disent qu'on peut nous tuer pendant cette rencontre, ou nous faire disparaître, ou nous enfermer en hôpital psychiatrique en disant qu'on est fou. Et on pourrait ne jamais revenir. Alors on va tout te raconter devant la caméra. Les gens qui dirigent le FSB sont en train de créer un système dangereux. En fait, ils veulent que nous, qui sommes capables de liquider n'importe quel problème, n'importe quel gêneur, nous exécutions des ordres illégaux. Comme par exemple des kidnappings, des meurtres d'hommes d'affaires ou de personnalités politiques influentes dans le pays. Mais aujourd'hui, comme la direction du FSB n'arrive pas à contrôler ces gens-là, eh bien ils veulent tout simplement que nous nous en chargions. J'écoutais avec horreur ce qu'ils me racontaient. Je savais que le pays était en plein marasme, mais je ne savais pas que c'était le cas dans les services secrets. C'est la première fois dans l'histoire que des officiers du FSB faisaient de telles révélations, qu'ils parlaient ouvertement de la corruption et de la criminalisation de leur structure. Ces missions, ce n'était pas pour la sécurité d'État, c'était au niveau du caniveau. C'était des ordres de bandits. C'est ce qui m'a stupéfié. Notre section entière a décidé de refuser ces ordres de la direction. Cette vidéo de la confession des officiers restera secrète. Le lendemain, leur rencontre avec leur direction ne donnera rien. Litvinenko se tourne alors vers Boris Berezovsky, alors conseiller de l'ombre du président Boris Yeltsin. C'est l'une des personnalités que Litvinenko et ses collègues étaient chargés d'éliminer. Boris Berezovsky conseille à l'agent Litvinenko de rencontrer un certain Vladimir Poutine, qui vient d'être nommé à la tête du FSB, le service de renseignement et de sécurité. J'ai présenté Litvinenko à Poutine parce que je trouvais bien que Poutine ait des informations de l'intérieur sur les activités criminelles du FSB. Alexandre avait beaucoup de preuves à ce sujet. Après cette rencontre, où il a essayé de tout expliquer à Poutine, Alexandre a compris que rien ne changerait, que Poutine ne ferait rien, qu'il était de ceux-là. Après l'échec de cette rencontre, Alexandre Litvinenko ne voit pas d'autre choix que de médiatiser son combat. Avec des officiers de son département, il convoque la presse russe et étrangère. Les services du FSB ont commencé à être utilisés par des personnes privées dans des buts qui ne sont pas ceux de la sécurité du pays, mais pour leurs propres buts mercantiles et politiques, pour exécuter des ordres criminels ou politiques, et parfois uniquement pour de l'argent. Cette conférence, les services ne lui pardonneront jamais. Tout ça, c'était une mystification. C'était totalement inventé, du début à la fin. Mais le système a été attaqué et accusé de choses fausses. Alors c'est certain que les membres de nos services ont nourri de la rancune contre M. Litvinenko. Dans chaque corporation, il y a des principes. Les problèmes doivent être résolus en interne. On lave le linge sale en famille. Les Russes ont un proverbe. Ils disent « on ne sort pas les querelles de l'Izba ». Moi, en tant que vétéran des services spéciaux, ça ne m'aurait pas posé de problème moral de l'envoyer dans l'autre monde. J'aurais toujours trouvé de quoi justifier ça à mes yeux. Il a eu ce qu'il méritait. Pour discréditer l'agent Litvinenko, le FSB a diffusé ces images.
On l'accuse d'avoir utilisé des méthodes d'interrogatoire violentes. Le visage de l'agent Litvinenko n'est pas vraiment reconnaissable. En mars 1999, il est arrêté. Il sera emprisonné 8 mois puis remis en liberté conditionnelle. En novembre 2000, il s'enfuit en Angleterre où il rejoint Boris Berezovsky, devenu entre-temps l'ennemi déclaré de Vladimir Poutine. Litvinenko connaissait la sentence pour ceux qui trahissent, mais à Londres, l'ex-agent s'est toujours cru en sécurité. Si je rentre à Moscou, je ne vivrai pas longtemps. Je préfère mourir en paix à Londres. Le portrait d'Alexandre Litvinenko finira même par servir de cible pour l'entraînement des forces spéciales russes. Quelques mois avant la fuite de l'agent Litvinenko à Londres, Vladimir Poutine est sacré président, en mai 2000. Son arrivée au pouvoir marque le retour de ce que l'on appelle en Russie les silaviki, les services de sécurité. Un retour et une reprise en main autoritaire du pays, ce que Vladimir Poutine appelle la verticale du pouvoir. Aujourd'hui, dans l'administration du président, ils sont plus de 60% à être passés par les services. Dans le pays, ils ont infiltré tous les domaines, sécurité, économie, éducation, culture. Une infiltration dont Vladimir Poutine se félicitait avec humour le jour de l'anniversaire de la Tchéka, l'ancêtre du KGB. Il n'était alors que Premier ministre. 2 semaines plus tard, il prenait la tête de l'État. Поздравляю вам, доложить, уважаемые товарищи, что группа сотрудников ФСБ, направленные вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Quand les trahisons et l'antipatriotisme détruisent le pays, alors la nation a besoin de gens qui ne sont peut-être pas les meilleurs spécialistes, ni même les meilleurs démocrates, mais ils savent qu'il ne faut pas trahir, qu'il faut servir la patrie et être prêt à se sacrifier pour elle. Poutine est un homme comme ça. C'est pour cela qu'il a été choisi à ce poste. Et c'est pour cela qu'il s'est entouré d'anciens du KGB. Et cette mission, ils l'ont remplie. Le FSB est une structure encore plus opaque que ne l'était le KGB. Aujourd'hui, ni la société russe ni le Parlement n'ont de contrôle sur ce qu'il fait. Autrefois, le KGB exécutait les ordres du parti dirigeant, alors qu'aujourd'hui, le FSB ne travaille que pour un petit cercle de personnes. Le président et son entourage proche. En fait, les services de sécurité russes n'ont plus rien à voir avec le KGB. Ils ne sont plus le bras armé du parti, ils sont devenus une sorte de garde prétorienne. Avec Vladimir Poutine au pouvoir, c'est toute une génération de vétérans du KGB qui sort de l'ombre. Andrei Lougavoy, le suspect numéro 1 de l'affaire Litvinenko, et de ses officiers russes, qui aujourd'hui prennent leur revanche. Je suis fier de mon pays, bien sûr. Comment peut-on ne pas l'être? Et voilà, c'est cela la mère Russie. On peut sacrifier sa vie pour elle. C'est en Sibérie, à plus de 4000 km de Moscou, que nous le retrouvons, pour une partie de chasse. J'ai 40 ans. Je suis le représentant d'une nouvelle génération et de ceux qui connaissent une certaine réussite. Nous avons été élevés à l'époque soviétique dans le patriotisme. En fait, je fais partie de cette génération qui va déterminer la politique intérieure et extérieure du pays pour les 20 prochaines années. Andrei Lougavoy est issu de cette génération de militaires pour qui la chute de l'URSS a signifié la fin des privilèges.
Le jeune officier du KGB avait devant lui un avenir radieux, tout tracé. Mais le démantèlement de l'Empire soviétique puis le chaos des années Yeltsin a ruiné ses ambitions. Le matin, il fallait que je sois au travail à 8 heures. À 6 heures, je me levais et j'allais faire la queue pour aller chercher du lait. C'est la plus grande humiliation que j'ai jamais subie dans ma vie. Moi, un officier russe, avec une éducation supérieure, un très bon salaire à l'époque, et je devais faire la queue pendant 1 heure, au milieu de 200 personnes, et à la fin, on ne me remettait que 2 briques de lait. Et quand cette foule de marginaux s'est ruée sur les places de Moscou en criant « Vive Eltsine »,« Vive la démocratie », moi, ça ne m'a pas plu. Nous, on était prêts à donner notre vie pour la patrie. Et en 1992, tout s'est effondré. Et le corps des officiers, on l'a pris, on l'a jeté dans la merde. Poutine nous a redonné le prestige. Il montre que lui, le président du pays, se tourne enfin vers nous. Vladimir Poutine, celui qui incarne la fierté retrouvée des officiers russes. Il y a pourtant des zones d'ombre et beaucoup de questions qui restent sans réponse sur les circonstances de son arrivée au pouvoir. Retour en 1999. Une vague d'attentats qui fait plus de 300 morts secoue la Russie. Attribué par le pouvoir aux rebelles tchétchènes, il provoque une nouvelle guerre dans le Caucase. Poutine n'est alors que Premier ministre et il devient brusquement pour les Russes l'homme providentiel de la lutte antiterroriste. Après 6 mois d'une guerre qui fera des dizaines de milliers de victimes, Vladimir Poutine est élu triomphalement. Lui qui, avant les attentats, n'avait que 3% de cote de popularité dans les sondages. Depuis Londres, Alexandre Litvinenko, dans un livre, accuse le FSB d'être à l'origine des attentats. Il dit avoir des preuves. Selon lui, les services de sécurité voulaient faire accuser les Tchétchènes des attentats pour déclencher une guerre. Le but, faire accéder au pouvoir leur chef, Vladimir Poutine. En Russie aussi, beaucoup s'interrogent. Selon des sondages réalisés à l'époque, plus de 40% des Russes croient que le FSB a participé aux attentats. Des doutes, des questions qu'Anna Politkovskaya, la journaliste assassinée en octobre 2006, relayait dans ses articles. Elle aussi enquêtait sur les conditions étranges de l'arrivée de Vladimir Poutine au Kremlin. Avec les attentats, pour la première fois, Poutine a pu se présenter au pays comme un homme fort, ferme. Et les chargés de communication du Kremlin nous ont même expliqué que c'était un projet spécial. Poutine le fort, sur fond d'attentats tragiques et de centaines de morts. Car selon eux, la population russe voulait un nouveau Staline, une main ferme. Il n'y avait donc pas de moment plus approprié que cette vague d'attentats sanglants à travers le pays pour démontrer que Vladimir Poutine était cet homme-là, l'incarnation du dirigeant inflexible. Les explosions ont joué un rôle fondamental dans son arrivée au pouvoir. Nous avons retrouvé un témoin clé qui dénonce aussi la responsabilité de l'État russe. Mikhail Trepashkin, ancien colonel du FSB, sort tout juste de prison, où il a passé 4 ans. Le colonel Trepashkin était devenu trop gênant pour le pouvoir. Il aurait eu des preuves que ses services étaient impliqués dans les attentats de 1999. C'est son premier témoignage à une télévision étrangère depuis sa libération. Juste après les attentats, on avait pu établir, grâce à des témoins, le portrait robot d'un suspect. Et là, je me suis rendu compte que c'était un agent du FSB que je connaissais. D'autres collègues me l'ont confirmé par la suite. Les services secrets étaient donc mêlés aux attentats. Je l'ai signalé à ma direction et j'ai dit que si les nôtres étaient impliqués, il fallait nettoyer les services. Alors ils ont passé l'ordre de me neutraliser pour que je ne parle pas. Il fallait me faire taire, soit en m'arrêtant, soit en me supprimant.
Ils ont fabriqué des fausses preuves en déposant des armes chez moi et j'ai été arrêté. Mais il y a une autre raison à l'emprisonnement de Mikhail Trepashkin. En 2002, un agent du FSB vient le voir et lui dit qu'il a reçu une mission spéciale de leur service pour régler la question Litvinenko. Cet homme m'a dit « Arrête tes enquêtes, réglons son compte à Litvinenko et il ne t'arrivera rien. Pourquoi veux-tu donc enquêter sur les attentats de Moscou ?» Il m'a dit ouvertement qu'un groupe avait été spécialement créé pour éliminer Berezovsky, Litvinenko et tout son entourage. Ce groupe était constitué d'agents des services secrets, des anciens et d'autres encore en activité. Des gens qui avaient de l'expérience dans ce domaine et qui avaient un plan précis, celui d'éliminer leurs ennemis. Mikhail Trepashkin est un survivant. Dans sa cellule, il a échappé à la mort. Un de ses codétenus avait été payé pour le tuer. Aujourd'hui, même en liberté, il est toujours menacé. Tous ceux qui, comme lui et Alexandre Litvinenko, ont enquêté sur la part d'ombre de la venue au pouvoir de Vladimir Poutine et la corruption au sein du FSB, ont été intimidés, emprisonnés ou assassinés. En 2002, une commission parlementaire avait été créée pour faire la lumière sur la vague d'attentats. Les 2 députés les plus actifs de la commission sont morts brutalement. Sergei Yushchenkov, figure connue de l'opposition, a été tué par balle en bas de chez lui en avril 2003. Trois mois plus tard, en juillet 2003, Yuri Tchikatchikine, un autre membre de la commission parlementaire, meurt dans des conditions mystérieuses. Le père du journalisme d'investigation en Russie accusait lui aussi les services de renseignement russes. Pourquoi, après 6 mois, l'enquête n'est toujours pas terminée? S'il n'y avait rien de suspect, alors sur quoi ils enquêtent? Pourquoi c'est le FSB qui enquête sur une affaire qui met en cause le FSB et pas la justice? Yuri Tchikatchikine n'aura pas le temps de trouver des réponses. Après un court séjour dans la ville de Ryazan où il est parti enquêter sur les attentats, il est subitement pris de malaises étranges. Il meurt après 2 semaines d'agonie à l'hôpital. 5 ans après sa disparition, pour son fils, le mystère de sa mort reste entier. La justice n'a toujours pas ouvert d'enquête officielle. Le pouvoir a tout fait pour étouffer l'affaire au plus vite. On m'a refusé l'accès au rapport d'autopsie. Dans nos services spéciaux, il y a des professionnels qui savent faire disparaître les preuves. Je pense qu'il n'y a qu'eux qui ont pu étouffer l'affaire. Aucun doute pour les proches de Yuri Tchikatchikine, il a été empoisonné. L'homme qu'ils ont vu dans le cercueil a pris en 2 semaines l'apparence d'un vieillard de 90 ans, alors qu'il n'en avait que 53. Ce que j'ai vu était terrible. Ses cheveux tombaient, sa peau aussi, tombée en lambeaux. Et les médecins disaient que ses fonctions vitales étaient gravement atteintes. Mon père s'occupait d'enquêtes trop dangereuses. Il avait reçu des menaces à plusieurs reprises. Il le sentait. Il m'avait dit « Constantin, on me tuera un jour ». Ces derniers temps, il s'occupait surtout d'une énorme affaire de corruption, une affaire qui impliquait des agents du FSB, des anciens et d'autres encore en service. Il s'apprêtait à se rendre aux États-Unis. Il avait eu son visa et il devait aller témoigner devant le Congrès américain. Plus encore que la vérité sur les attentats, ce sont les enquêtes sur la corruption au sommet de l'État qui pourraient bien être la ligne rouge à ne pas dépasser. Anna Politkovskaya, Yuri Tchikatchikine, Alexandre Litvinenko ont tous en commun d'avoir dénoncé les liens entre le crime organisé et les services de sécurité russes. Ils avaient peur que Litvinenko sorte un nouveau livre sur les activités criminelles de hauts responsables du FSB, des anciens comme de ceux qui sont encore en service. Ils craignaient que Litvinenko raconte comment les services spéciaux supprimaient les gens pour des raisons politiques ou commerciales. Ces anciens sont toujours là au pouvoir, à l'Assemblée, au Sénat, au ministère de l'Intérieur, partout. À Novaya Gazeta,
Le journal d'Anna Politkovskaya et de Yuri Tchikatchikine. La rédaction continue de résister à la pression du pouvoir. Juste avant de mourir, Anna Politkovskaya enquêtait sur la corruption des autorités locales en Tchétchénie. Des trafics dont les traces remonteraient jusqu'à Moscou. La police russe a arrêté 8 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'organisation du meurtre de la journaliste. Et parmi elles, on retrouve des officiers du FSB. Comment des agents du FSB ont pu être impliqués? C'est simple. La filature pour $100 de l'heure, c'est leur tarif, des écoutes téléphoniques, des relevés d'appels et d'autres opérations qui ont aidé les meurtriers. Ils ont loué leurs services à des criminels. Tout ceci montre à quel point aujourd'hui, les liens sont étroits entre les bandes de criminels et les services de sécurité. Un autre journaliste de Novaya Gazeta croit avoir des éléments d'explication sur la liste de ces assassinats qui s'allongent de jour en jour. Igor Korolkov a lui-même reçu des menaces de mort depuis qu'il a publié un document interne du ministère de l'Intérieur. Un document qui révélerait un secret d'État. En fait, ces documents prouvent l'existence dans le pays de régiments spéciaux qui dépendent des services de sécurité pour des opérations ciblées. Parmi elles, il y a l'élimination de personnes gênantes. Le problème, c'est que ces régiments sont devenus incontrôlables. Ils vivent leur propre vie. Au début, ils étaient contrôlés par le FSB, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Impossible de dire qui travaille pour qui, si ce sont les bandits pour les services ou les services pour les bandits. Il n'y a plus de frontières. Les uns et les autres ont des intérêts communs, des intérêts commerciaux. Pour des gens influents en Russie, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des gens haut placés à la tête de l'État, ces régiments spéciaux sont une aubaine pour éliminer ceux qui les gênent. Staline avait très bien formulé son credo. Pas d'homme, pas de problème. Des documents internes qui trouvent aujourd'hui comme un écho dans la législation russe. En juillet 2006, l'Assemblée nationale adopte un texte préparé par l'administration du Kremlin. Une loi autorisant les services spéciaux à éliminer ceux que l'État considère comme terroristes, en Russie comme à l'étranger. Un permis de tuer, sans jugement, ni procès. Ce que beaucoup redoutent, ce sont les assassinats politiques. Il y a un précédent, l'assassinat perpétré par le FSB en février 2004 de l'ancien président tchétchène Yandarbiyev, réfugié au Qatar. Une liquidation que le pouvoir russe rend désormais légale. Nous avons eu le cas où nos diplomates et leurs collaborateurs ont été tués en Irak. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas ne pas réagir. Quand il n'y a plus de loi dans un pays et que le droit international n'est plus respecté, nous nous réservons le droit d'intervenir. Aujourd'hui, ils ont vraiment les mains libres. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, ils peuvent désormais se débarrasser, même à l'étranger, des opposants, des gens qui critiquent le régime. La position de la Russie est très franche et honnête à l'égard de la société comme de la communauté internationale. On ne fait rien en cachette, on fait les choses légalement. C'est la loi qui l'autorise. Ce n'est pas le général ou le fonctionnaire qui décide quoi faire, c'est la loi qui dicte ce qu'ils doivent faire. Ce jour-là, en juillet 2006, Alexandre m'a dit « Il s'agit d'éliminer les ennemis du régime ». Il m'a dit « Je sais que je suis sur la liste. Il y a moi, il y a Anna, Berezovski, Sakayev.
Mais il ne pensait pas qu'il était parmi les premiers. Après les terroristes, ce sont ceux que le Kremlin appelle les extrémistes qui sont visés. Une nouvelle fois, c'est la loi qui sert de bras armé, une loi répressive qui donne une définition très large de l'extrémisme et qui inquiète même ceux qui l'ont voté. Les services de sécurité ont maintenant le droit de procéder à des écoutes téléphoniques sans décision de justice et sur la base de simples présomptions. Est-ce qu'on peut vraiment accepter cela? Cet élargissement incontrôlé des notions d'extrémisme et de terrorisme, c'est mauvais. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de problème, ou presque pas, mais qu'en sera-t-il demain? La loi contre l'extrémisme menace opposants, écrivains et les rares médias encore indépendants. À Écho de Moscou, la seule radio encore libre en Russie. On est préoccupé. Le pouvoir est nerveux, ils sont très nerveux. On peut passer à tout moment sous le rouleau compresseur. Notre radio reçoit les papiers de procureur général ou de forces de sécurité parce que nos invités, comme par exemple M. Kasparov, l'ancien champion du monde des échecs, ont dit les choses qu'on peut dire qu'ils sont extrémistes. Et c'est-à-dire que moi, le rédacteur en chef, je dois penser, si je ne veux pas que je suis limogé ou mon radio sera fermé, d'inviter pas les gens qui sont dans les affaires extrémistes. Nous connaissons cette histoire qu'une jeune fille a fait une pancarte, Poutine, à 20 ans. Alors, on l'a donné, si je ne me trompe pas, 3 ans de prison et on ne peut pas la trouver parce que, bien sûr, elle est en fuite. Mais c'est-à-dire, c'est l'extrémisme. Garry Kasparov, l'ancien champion du monde d'échecs, devenu l'un des leaders de l'opposition, ne se soumet pas. Pendant la campagne pour les dernières élections législatives de décembre 2007, il n'a cessé de dénoncer les dérives du pouvoir. Réunions publiques interdites, répression violente, arrestations arbitraires par centaines. Il ne fait pas bon manifester son opposition au régime. Tell your leaders that this regime is criminal, is a police state. They arrest people everywhere because they're scared stiff that En novembre 2007, Garry Kasparov passera 5 jours en prison pour manifestation illégale. La loi, toujours la loi. Après des mois de tension et d'intimidation, il renonce. Il ne se présentera pas à la présidentielle de mars 2008. On a progressivement glissé vers les profondeurs du KGB. Et il faudra du temps pour que la population comprenne que seul un combat sans compromis peut sauver le pays. C'est pour nous une période dangereuse. Nous disons à nos militants de faire très attention. Vous avez peur pour votre vie? Oui, bien sûr. J'ai peur. Mais que faire? Mes partisans aussi ont peur. 2 semaines plus tard, l'un des activistes du parti de Garry Kasparov est battu à mort. Une demi-heure avant l'agression, Yuri, 22 ans, téléphonait à ses amis militants pour prévenir qu'il était suivi par des policiers. Sa famille a attendu 20 jours avant que la justice n'ouvre une enquête. On sait que la section de police anticriminalité l'interrogeait en permanence. On sait qu'il a été tué après l'un de leurs interrogatoires alors qu'il rentrait chez lui. Et il est peu vraisemblable que ce soit une coïncidence. Bien sûr, ce n'est pas la police elle-même qui a fait ça. Elle a trouvé des exécutants. Quand Poutine dit « il faut éliminer les ennemis du peuple », alors sur place, le policier ou l'agent des services spéciaux le comprend comme un ordre à exécuter. Donc aujourd'hui, la situation est la suivante. Pour beaucoup d'agents des services en Russie, la liquidation des opposants politiques est la traduction logique, concrète, des ordres venus d'en haut.
Au sommet du pouvoir, le très populaire chef du Kremlin fait passer le message auprès des jeunes générations. Le pays est encerclé, l'ennemi est dans la place, toujours ces fameux ennemis, à l'intérieur comme à l'étranger. Ceux qui s'opposent à nous ne veulent pas que nous réalisions notre plan, car ils ont une vision différente de la Russie et une autre mission. Ils veulent un État faible et malade pour faire de l'argent à nos dépens et régler leurs petites affaires sur notre dos. Malheureusement, dans notre pays, il y a des gens qui font les chacals auprès des ambassades étrangères, qui comptent sur le soutien financier des gouvernements étrangers. Ceux-là négligent leur propre peuple. Les chacals pour le pouvoir, ce sont les opposants, mais aussi les associations de défense des droits de l'homme. Des ONG qui dénoncent les violations de l'État et qui ne survivent souvent que grâce aux donations venues de l'Occident. En 2 ans, plus de 5000 associations ont dû fermer leurs portes en Russie. Îlot de résistance, le musée Sakharov. Yuri Samodorov dirige ce lieu de mémoire qui rend hommage aux prisonniers politiques d'hier et d'aujourd'hui. La justice russe menace de juger Yuri Samodorov pour extrémisme à cause de sa dernière exposition sur l'art interdit et la censure. Ces pratiques, il espérait ne plus jamais les revoir. C'est pour cela que depuis 10 ans, il travaille à sauvegarder les traces du goulag soviétique. Je pensais que notre société n'accepterait jamais que le KGB reprenne des forces et qu'on le craigne à nouveau. Je croyais qu'on ne lui redonnerait jamais cette puissance. Yeltsin a bien essayé de réformer le FSB, mais il n'a pas eu le courage de faire un procès contre le Parti communiste. Le KGB aurait dû être alors déclaré organisation criminelle. Mais comme ça n'a pas été fait, ils sont revenus. C'est le retour des tchéquistes. À 300 mètres du quartier général du FSB, la Loubianka, ils se retrouvent au restaurant Le Bouclier et l'Épée, le symbole du KGB. Ici, même les portiers ont servi dans les services de renseignement. Sur les murs, les responsables des sanglantes purges staliniennes, Dierginski, Yagoda, Yezhov, et puis, à la place d'honneur, celui qui a redonné tout son prestige à la puissante institution. L'honneur retrouvé de l'officier russe. Intronisé numéro 2 du parti ultranationaliste de Vladimir Jirinovski, Andrei Lougavoy se lance en politique pour les élections parlementaires. Ici, les accusations de la justice britannique font de lui un héros. Andrei Lougavoy est une victime. Il s'est retrouvé au centre du conflit entre notre ennemi historique, l'Angleterre, et notre patrie, la Russie. Les photographes te réclament. Allez, vas-y. Voilà, c'est le nouveau patriote russe. Pour beaucoup de journalistes, Andrei Lougavoy brigue un mandat de député pour décrocher l'immunité parlementaire et être certain de ne pas être extradé. Mais de quelle immunité parlementaire vous me parlez? Alors pourquoi vous rentrez en politique? Eh bien, j'ai essayé les affaires, maintenant c'est la politique. L'essentiel, c'est de se battre pour la Russie. Pour le candidat Lougavoy, la campagne électorale se déroule en Sibérie, à 4000 km de Moscou, à la frontière de la Mongolie. Bonjour. Allez, on y va. Андрей, представитель ЛДПР. Опять очаровательные девушки вместе с нами. À chaque meeting, il égrène ses thèmes de prédilection, grandeur de la patrie, honneur de l'officier et attaque anti-occidentale, des thèmes populaires dans la Russie de Vladimir Poutine.
On est dans une situation de semi-guerre. Je dis toujours aux journalistes occidentaux, vous vous comportez comme des cochons dans nos anciennes républiques, comme la Géorgie, où les Américains construisent des radars, où toute l'armée géorgienne est entièrement en uniforme américain. Il faut les faire revenir dans notre sphère d'influence. Et s'ils résistent, il faudra encore être plus ferme. Bon alors, je vais vous écrire « Vive les services secrets », d'accord? Ah oui, ça me convient tout à fait. Lugavoy a vraiment redonné l'honneur à la Russie. Enfin, grâce à lui et grâce à l'affaire Litvinenko, le monde ne nous regarde plus comme un pays qui ne peut pas nourrir ses retraités, mais comme un pays fort, puissant, qui peut faire entendre sa voix, un pays qui défend ses intérêts, mais aussi ceux de ses citoyens. C'est une sorte de Superman russe. Andrei Lugavoy, symbole de la revanche russe sur l'Occident. Le jour des élections, c'est avec son fils qu'il se rend au bureau de vote. Son fils, qui était avec lui à Londres le jour où Alexandre Litvinenko a été empoisonné. Une image qui ne doit rien au hasard. Je suis pour que la Grande Russie gagne. Et quand je serai député, je ferai tout pour ça. Alors tu as voté pour qui? Pour la Russie. Vous avez vu, c'est un patriote. Il n'a pas dit pour papa, mais pour la Russie. Le 2 décembre 2007, Andrei Lugavoy est élu député. Il est à l'image de cette nouvelle Russie sûre d'elle-même, qui ignore ses tragédies d'aujourd'hui. Une Russie qui encense un président qui, elle en est convaincue, lui a redonné sa fierté. Une Russie qui ne veut plus entendre les voix dissidentes. Anna Politkovskaya, Yuri Tchikatchikine et tant d'autres voix à jamais disparues, dans l'indifférence et dans l'oubli. Сейчас мы будем, в общем-то, выяснять, кого здесь